2900 milliards d'euros, vous savez ce que c'est? C'est le montant de la dette française. Si une personne dépensait 1 million d'euros chaque jour depuis la naissance de Jésus-Christ, ce serait encore que le quart de la dette française. Bien sûr, la dette peut être bonne et c'est d'ailleurs ça que sous-tend les positionnements de Robert Kiyosaki par exemple, et puis celui de l'investissement immobilier avec l'effet de levier du financement. Mais dans le cas de la dette publique, même un fan de la dette comme Kiyosaki s'élève. C'est là que tu sais que c'est de la mauvaise dette. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Nous en France, on a Raphaël Rossello, banquier d'affaires pour PME, qui tire la sonnette d'alarme. Et son positionnement est intéressant parce qu'il déclare que la France est en réalité en récession depuis 50 ans. En fait, la machine économique est morte, mais elle ne le sait pas encore. Je ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Et si tu veux pas finir comme cet abruti de Logan Paul qui a payé 623 000 $ pour un NFT qui vaut aujourd'hui 10 $, écoute cette vidéo. Pour justifier le recours à la dette publique, on entend souvent que c'était pas grave parce que la croissance va permettre de la rembourser. Mais un rappel comptable s'impose. Pour mesurer un agrégat, on doit soustraire les éléments négatifs qui y contribuent. Pour donner un exemple, pour calculer la richesse créée par les entreprises, la valeur ajoutée, on doit retirer la valeur des biens et des services utilisés dans la production. On ne s'intéresse donc qu'au surplus de richesse. Raphaël Rossello, dans une interview à la radio, donnait un exemple concret, celui d'un promoteur immobilier à la recherche d'investissement qui annonce vendre X appartements par an. Pour faire croire qu'il y a des ventes, il achète lui-même certains appartements. Dans son bilan, bien entendu, il va devoir soustraire de son activité ces appartements achetés pour lui-même. Sinon, on serait dans une espèce de gonflement artificiel de son résultat. Bon, c'est pas que ça a jamais existé comme maquillage, mais bon, passons. Or, si on soustrait le déficit en pourcentage du PIB et de la croissance du PIB, la France est en récession depuis 50 ans. Par exemple, prenons l'année 2010, on voit que le déficit public en pourcentage du PIB est de 6,9%. Et en 2010, on regarde que le PIB produit cette année-là est de 1,9. Donc vous voyez qu'il y a 5% d'écart. 2011, 5,2, 2,2. 2012, 5%, 0,3%. Voilà ce que dit Raphaël Rossello en résumé. Alors que d'autres pays ont réellement une croissance, comme par exemple l'Islande. Regardez les chiffres année par année. Il y a des années négatives, mais il y a aussi pas mal d'années positives. Le discours actuel est donc un leurre selon lui, c'est-à-dire que la croissance ne peut pas rembourser la dette puisque c'est justement la dette qui finance la croissance et sans dette, il n'y aurait pas de croissance. Certains commentaires sous les vidéos précédentes s'agaçaient de m'entendre parler d'effondrement en disant que ça fait des années qu'on nous met en garde contre la dette, l'effondrement bancaire, l'effondrement économique, l'effondrement monétaire et que jusqu'à preuve du contraire, tout continue de tourner et que tant que ça tourne, où est le problème? D'abord, calme-toi Célestin, ça va bien se passer, papa va tout expliquer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le problème, le voici. Imaginons que tu empruntes 100 000 € à la banque et que tu n'en fais rien. Est-ce que tu t'es enrichi? La réponse est non. Tu dois rembourser 100 000 € plus les intérêts. Mais si tu empruntes ces 100 000 € et que tu les investis intelligemment, je sais pas moi par exemple dans l'immobilier, est-ce que tu t'es enrichi? Le jour de la signature, non, mais avec le temps, oui, parce que ça va faire croître ton patrimoine et la valeur qu'il produit. Et bien là, c'est pareil. Tant que vous mettez 0,5 de dette pour obtenir 1 de croissance, ça va. Vous êtes bien, c'est de la bonne dette. Vous remboursez de la dette avec le surplus, etc. Quand vous devez vous endetter de 1 pour générer 1 de croissance, vous êtes juste, on pourrait appeler ça l'équivalent de l'autofinancement dans l'immobilier. Mais ce que dit Raphaël Rossello, c'est qu'aujourd'hui, les pays doivent s'endetter de 2 pour obtenir 1 de croissance. Il est donc impossible pour la croissance de rembourser la dette. Vous avez même Forbes qui en parle pour la Chine. Et en France, on déplore que la dette française ne reçoive pas l'attention qu'elle mérite. C'est un endettement à rendement décroissant. Donc il faut s'endetter toujours plus pour avoir toujours moins de croissance et le cycle ne peut pas durer perpétuellement. Si l'on dépense de plus en plus pour obtenir de moins en moins de richesse, en fait les gens ne s'enrichiront pas. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. On peut parler de sobriété, leur demander d'arrêter d'être insouciants, mais au bout d'un moment, ils vont plier sous le poids des pénuries, de l'inflation, des impôts, de la précarisation, des pensions insuffisantes, du recul constant de l'âge du départ à la retraite, etc. Pour Raphaël Rossello, quand les gens n'en peuvent plus, ça finit en émeute et en révolte, voire pire si l'armée intervient. La démocratie est donc indissociable de la prospérité pour lui. Et toujours selon ce banquier, l'activité économique est un moteur à 3 cylindres. L'être humain, c'est la subjectivité, l'économie, c'est la production, la consommation, la rationalité, et la finance,
c'est le côté utile qui va associer les deux, qui va rendre possible les deux. De la révolution industrielle à la fin des 30 glorieuses, ces 3 cylindres étaient d'une certaine manière synchrones. Ils avaient la même vitesse de fonctionnement, la prospérité était donc autonome et assez vertueuse. Mais à partir des années 70, le mouvement des 2 premiers cylindres s'infléchit, ralentit, le profit dégagé de la production de biens et de services déçoit. Il faut donc compenser par le 3e cycle et c'est là qu'intervient la financiarisation de l'économie. Pour donner l'illusion que nous sommes toujours dans un processus de prospérité, on répartit l'endettement entre la dette publique, la dette privée, la dette financière de manière à créer des bulles de façon successive. Le but de ces bulles, créer de la valeur, c'est-à-dire du patrimoine, alors que dans le même temps, la collectivité ne crée plus de richesse, c'est-à-dire qu'elle ne crée plus assez de biens et de services pour améliorer l'existence. Aujourd'hui, le critère de performance d'une entreprise n'est pas son nombre d'employés, ni son chiffre d'affaires, c'est sa valeur boursière. On est complètement passé du cylindre humain au cylindre financier. Mais c'est un leurre de penser que la croissance ne peut être perpétuelle et de la sacraliser comme un indicateur de l'activité économique. Déjà, il y a la question écologique, le fait que la matière est finie, que donc mécaniquement, on ne pourra pas, par exemple, jamais tous avoir une voiture électrique. D'après Aurore Stéphan, cette experte du domaine, il n'y a simplement pas assez de terres rares pour cela. Et de l'autre, est-ce qu'on s'est vraiment enrichi? Quand vous regardez la tête de ce graphique, donc ce graphique, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le S&P 500, donc l'indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, donc qui est censé représenter l'économie américaine. Et on y voit la M3, la masse monétaire 3, qui représente il y en a plusieurs, mais c'est un des agrégats de l'argent, de la somme, la totalité d'argent en circulation dans l'économie américaine. Et donc on voit que ces dernières années, la progression du S&P 500 est quasiment uniquement due et corrélée, en tout cas déjà sur le graphique, à l'augmentation de la masse monétaire. En gros, on a injecté plein d'argent grâce au QE et c'est allé inflater, gonfler le S&P 500 notamment. Et donc, si on recorrige le S&P 500, la valeur du S&P 500 de la masse monétaire qui a été injectée, on se rend compte que l'enrichissement réel est peut-être nul sur ces 10 ou 15 dernières années. Et donc, le S&P 500 serait donc très clairement corrélé à la masse monétaire. En gros, plus j'imprime, plus le S&P 500 monte, mais est-ce qu'il a pris la valeur pour autant? Et si vous ne voulez pas être seul, rejoignez mon club Vie Riche Revenu Passif, tout nouveau, avec l'offre de lancement réservée aux 100 premiers, lien dans la description. Dans ce club, on va parler des opportunités de se créer des revenus passifs basés sur la bourse, la crypto et l'immobilier. Je partage mes idées et vous avez aussi la parole puisque c'est une communauté. Un meilleur indicateur de prospérité selon Raphaël Rossello, c'est le taux d'emploi en ETP, équivalent temps plein. Ça veut dire que pour être tout à fait représentatif de la situation, le taux d'emploi devrait exclure les personnes qui travaillent mais dont les revenus ne leur permettent pas de vivre honorablement, bien sûr. Aux États-Unis, il y a le Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity qui se consacre justement à calculer le taux de chômage réel du pays en incluant les personnes qui travaillent à temps partiel alors qu'elles veulent un travail à temps plein et celles qui se situent en dessous du seuil de pauvreté bien qu'elles travaillent. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'en faisant ça, le taux de chômage réel aux États-Unis n'est pas en dessous de 4%, mais qu'il dépasse en réalité les 20%. Et évidemment, en France, on sait depuis des années que les chiffres du chômage sont retouchés, que les règles ont évolué pour le faire paraître sous un jour qui est bien meilleur que ce que veut bien dire la réalité. Et en plus, tout cela n'inclut pas les personnes qui sont découragées tout simplement à rechercher un emploi, qui ne sont pas inclus dans aucune statistique, les personnes qui sont entre deux jobs et tout ce qu'on peut imaginer. Et donc en France, le chômage au sens du BIT est de 7,4%. Il y a donc 2,3 millions de chômeurs. Mais si on ajoute les personnes dans le halo du chômage, toutes celles en situation de sous-emploi, eh bien on est bien au-delà. Ça fait donc 2,7 millions de chômeurs, 2 millions de personnes dans le halo et 3 millions en sous-emploi. Donc on serait plus proche des 7,7 millions de personnes, donc à peu près 18-19% en réalité. Et ça, c'est sans compter la quantité d'auto-entrepreneurs qui vivent dans la précarité, les retraités dont les pensions ne suffisent pas à vivre décemment. Donc on le sait, on le voit, vous vous en doutiez, on le pressent, tout comme on nous annonce une inflation à 6, 7 ou 8%, alors qu'en réalité, on sent bien qu'elle est plutôt de 10, 15 ou 20% à certains moments, eh bien les chiffres du chômage et tous les indicateurs qui nous servent à décider comment on investit, comment on s'endette et est-ce que le pays a progressé, ces indicateurs ne sont a priori pas les plus intéressants ni les plus réalistes pour mesurer la prospérité
et les chiffres du chômage notamment ne représentent absolument pas la réalité. Mais alors que faire? Déjà, si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce que j'ai encore des bons contenus qui arrivent pour vous aider à créer votre liberté financière. Vous savez que c'est mon motto, c'est ce que je fais pour moi, c'est ce que je fais depuis 10 ans, c'est ce que je fais tous les jours et je vais vous aider au travers de cette chaîne à élever votre intelligence financière et puis à ce que vous mettiez en place des solutions concrètes. Mon but n'est pas simplement de vous pointer les problèmes et de vous laisser avec ces problèmes, mais de vous expliquer en tout cas ce que je fais et ce qui pourrait peut-être vous être utile comme solution. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire à tout ça? Alors évidemment, sur les chiffres du chômage, sur le fait que les élites pensent que c'est la croissance, ou en tout cas vous racontent que c'est la croissance qui va nous sauver, tout ça, on ne peut rien y faire. Et donc tout ce qui n'est pas sous notre contrôle ne mérite pas que l'on y injecte trop d'énergie. Par contre, il y a des choses que vous pouvez faire qui sont sous votre contrôle. Achetez ce qui a réellement de la valeur, qui est utile et arrêtez de vous focaliser sur le prix. Ça, c'est tonton Warren qui nous le dit depuis longtemps. Le prix, c'est ce que l'on paye. La valeur, c'est ce que l'on obtient. Les gens qui n'investissent pas, mais qui regardent par exemple les vidéos ou cette chaîne, ne comprennent souvent pas cette idée. Ce n'est pas parce que l'économie va mal que peut-être tout va s'effondrer, tout va être réinventé, que plus rien n'a de valeur. Ce n'est pas parce que le prix bouge que l'utilité change. L'or, ça reste de l'or, que ça vaille 10 € ou 100 €. Et oui, son utilité, elle n'est pas évidente, mais c'est d'être la valeur refuge par excellence. L'immobilier, alors oui, je me suis créé un bon petit patrimoine immobilier, j'explique comment faire ça dans mes formations. Certains souhaitent me discréditer parce que justement je propose des programmes de formation, mais l'immobilier, ça a de la valeur, ça produit un rendement et ce rendement n'est pas forcément directement affecté par son prix. L'immobilier, ça reste aussi une forme de valeur refuge. Et pour les actions, c'est pareil, il y a de tout et n'importe quoi, mais une bonne société utile, bien gérée, vaudra toujours quelque chose. Donc, quoi faire? Eh bien, restez sur le qui-vive, visez la qualité. Et si vous ne voulez pas être seul, rejoignez mon club Vie riche revenu passif avec l'offre de lancement réservée aux 100 premiers. Le lien est dans la description. Dans ce club, nous allons discuter des opportunités. Je vais vous partager au fur et à mesure de mes découvertes ce que j'y trouve. On y parle d'immobilier passif, on y parle de toute forme d'investissement qui permet de vivre sa vie, de ne pas consacrer sa vie à travailler jusqu'à la retraite. Il y a également un live mensuel pendant lequel vous serez connectés et on pourra discuter en direct. Il y a plein de choses dans ce club, je vous invite à aller voir la page. Et en plus, il y a une offre en ce moment, vous avez une formation offerte sur l'investissement sans la bourse qui permet de générer 10% de rendement. Je vous explique tout ça dans la description. C'est l'offre pour les 100 premiers. Donc allez-y si cela vous intéresse. Merci et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Salut!